Bienvenue en satsang. Bienvenue chez toi. La question pourrait se poser en ces termes. Qui suis-je avant la pensée? Qu'est-ce qui accueille le monde, les couleurs, les formes, au lieu et place de cette tête que j'ai tant imaginée être? Et que je n'ai jamais vu ailleurs que dans le miroir, dans les albums photos, sur les écrans. Douglas Harding, il disait « J'ai perdu une tête, et j'ai gagné un monde ». C'est comme le serpent et la corde. Votre tête, elle n'est pas tout à fait réelle, vous voyez. Ce n'est pas l'expérience directe que vous faites ici maintenant. Ici maintenant, vous faites l'expérience d'un espace ouvert, si les yeux sont ouverts, bien entendu. Je parle de la voix, de la vision sans tête. Et donc pour ça, il faut avoir les yeux ouverts pour peut-être mieux raisonner avec ce qui est dit là. Et donc dans cette ouverture présente, il n'y a nulle pensée, nulle histoire, nul scénario, il y a juste une ouverture, comme un miroir. Le miroir est accueillant, il accueille à la fois le lion et le mouton. Il ne fait pas de commentaires, le miroir. Omar, tu me faisais part tout à l'heure de ton expérience ce matin dans ta salle de bain, de voir tout à 0 distance. C'est un peu comme si, là où vous situiez avant une tête, il y a un miroir transparent. Et sur ce miroir transparent, il y a en ce moment des taches de couleur. Est-ce que vous pouvez voir ainsi le monde, sans savoir ce que vous voyez, un peu comme un pointilliste là. Vous savez, ces peintres qui, un petit peu après les impressionnistes, au début de l'impressionnisme, mais les impressionnistes également, ils peignaient avec des taches de couleur. Et au final, c'est un peu ce que l'on ferait si l'on voyait le monde tel qu'il est. Le problème, c'est qu'on apprend très vite à dessiner une tête pas du tout telle qu'on la voit. Et nos parents nous dessinent, ce ne sont pas des grands artistes, souvent. On dessine un rond avec 2 ronds. Et donc, en fait, on ne dessine pas ce qu'on voit, mais déjà très tôt ce qu'on imagine. Mais si vraiment vous restiez simplement avec ce qui est là, au niveau visuel, qu'est-ce qu'il perçoit?
Est-ce vraiment une tête, deux petits yeux, quelqu'un? Quand on questionne l'origine du regard, qu'est-ce qu'il perçoit? C'est un peu comme se poser la question, qui suis-je, hein? Qui est à l'origine, on va dire. D'où on va voir qu'en fait, ce que l'on découvre par ce questionnement, c'est plutôt une ouverture transparente, et qui est totalement passive. Absolument passive. C'est très important de remarquer cette absolue passivité du miroir. Il n'y a aucune intervention, aucun interventionnisme, aucun commentaire, aucun jugement. Il est sans préférence. On est d'accord avec ça? Donc en ce moment, tout ce que vous percevez apparaît dans ce miroir transparent que vous êtes, sans jugement. Parce que vous êtes avant les mots. Il y a peut-être des pensées qui apparaissent, mais ils apparaissent comme des vibrations, des sons passagers. Le miroir, lui, il est là. Et il ne juge pas, il ne commente pas, il ne préfère pas. Maintenant, posez-vous la question, un peu comme lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Et puis on dit la conscience, ou le soi, ou la présence, ou Dieu, ou je ne sais pas. Et je vous invite à vous poser une deuxième question. D'où vient la présence? D'où vient la conscience? D'où vient Dieu? Et là, on reste sans savoir. En tout cas, sans réponse mentale. Et bien, puisque chacun d'entre nous sommes en train d'éveiller cette présence transparente, cette présence miroir, qui accueille toutes les taches de couleur, posons-nous la question, d'où vient ce miroir? D'où vient la transparence? D'où vient cette présence transparente, accueillante? Il n'y a pas de réponse devant. C'est comme si l'on devait faire reculer le miroir. C'est dans le sens inverse de ce qui est perçu. C'est comme reculer en soi. Indéfiniment. Ce que l'on cherche n'est pas devant. Les aplats de couleurs sont là. Mais ça, c'est le film. Tout ce que je perçois, c'est le film. Et la seule réalité de tout ce que je perçois visuellement, le film, les amis qui sont là, les tasses de thé, le mur, les tableaux, les guitares, le piano, toutes ces couleurs
n'ont qu'une seule réalité, c'est celle de l'écran transparent, sur lequel ils apparaissent, par lequel ils sont connus, et ultimement dont ils sont faits. Car vous ne pouvez pas trouver dans l'instant, comme Omar ce matin dans sa salle de bain, de distance entre la couleur, les couleurs qui apparaissent sur votre écran transparent et l'écran transparent lui-même, par lequel elles sont connues. Cherchez où s'arrête la transparence et où commence la couleur. Où commence la forme et où s'arrête le sans forme. Où et quand naît le plein et où se meurt le vide. Ce n'est qu'en se posant ce genre de questions que l'on peut remettre en question la nature de ce que l'on appelle communément la réalité et vérifier par soi-même que dans l'expérience directe, il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a personne qui regarde. Il y a juste regard, comme un regard transparent. Comme un hublot de transparence. Comme une caméra qui aurait été posée là. Et qui enregistre les couleurs, les mouvements de pixels, et puis quand on regarde bien, quand on investigue bien, quand on questionne, et qu'on ne se contente pas des réponses qui s'appuie sur la mémoire, et qu'on veut faire l'expérience directement, on peut se rendre compte qu'on ne trouve pas de distance entre l'ouverture transparente, consciente, de mon côté, de votre côté,
et la carte postale colorée qui est accueillie là, le film qui est accueilli. On dit dans le Sutra du cœur, un texte de référence du bouddhisme, le vide est la forme est le vide. Mais n'oublions pas qu'à la fin de ce texte, on oublie souvent justement de citer la dernière phrase, qui se répète 3 fois. Va au-delà. Va au-delà. Va au-delà. Vous voyez que ce que vous appeliez jadis votre corps, peut-être encore un peu, apparaît à 0 distance de cette ouverture transparente. De la même façon que les amis là-bas, ou les immeubles, ou le ciel. Dans ce regard sans pensée, dans ce hublot de transparence, sans sous-texte, sans sous-titrage, ce que vous appeliez mon corps n'est pas à une distance plus grande que le ciel, que la lune. Et c'est ça l'équanimité du regard. Cette équanimité est disponible à chaque instant. Il suffit de voir ce que je vois. C'est le titre de la 2e chanson de mon dernier double album. Vois ce que je vois. Je, c'est-à-dire ce qui est conscient, ce en quoi tout apparaît, ce par quoi tout est connu et ce dont tout est fait. Je ne passe pas, le véritable je ne passe pas par la mémoire, par l'interprétation. Je n'a pas de préférence. Du coup, il y a vision, mais personne qui regarde. Il y a écoute, mais il n'y a pas quelqu'un au centre, une tour de contrôle qui écoute, ou une autorité. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute, il y a juste son, couleur, odeur, goût, sensation, pensée. Vous vivez à l'infinitif. Penser, sentir, écouter, entendre, voir, humer, goûter. Et c'est là que vous retrouverez la paisibilité que vous cherchiez au travers des expériences. Elle est là, et nulle part ailleurs dans cette reconnaissance.
Oui, on vide en fait, oui, c'est ça, c'est une invitation. Oui. Alors cette vidange, en fait, elle se fait pas en soulevant les manches, elle se fait par une reconnaissance. Qu'en fait, ce que je suis, c'est toujours situé avant la pensée. Mais nous avons l'habitude d'agir et d'interagir à partir d'une sorte de après la pensée. Mais il n'y a pas, parce que j'ai lu un texte là, qui est exactement ce que tu viens de dire. C'est très fort ce que je ressens. Il n'y a pas un moment la grâce. La grâce. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce travail vite, et puis il y a un moment, je le sens, hein, c'est tout près. Il y a un moment, la grâce, où tu te rends compte que tu es à l'intérieur. J'ai perçu très bien que j'étais à l'intérieur de cet espace, mais il y avait encore de l'identité. Et je me disais, il y a peut-être un moment, on ne sait pas pourquoi ni comment, il y a la grâce qui crée vraiment, où ça colle vraiment à zéro. Moi, c'est pas tout à fait à zéro. Et je pense que, c'est une pensée, que la voie du sentir permet cette vidange. C'est-à-dire, enfin pour moi, hein, que cette voie du sentir, elle va vraiment, toujours. Et puis je pense qu'à un moment, paf! Je sais pas comment dire. Je veux dire paf. C'est pas paf, c'est ça. Je perçois tout à fait ce que c'est. Je le vis, je le perçois, mais ça fait pas paf. Tout irait très bien si seulement ça voilà. faisait paf. Hein. Voilà. Donc, Merci. Sans que tu aimerais que ça fasse paf, Ouais. mais que c'est pas possible, que ça viendra jamais. Ah non, je pense pas. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. J'ai déjà lu. Non. Là, Sylvie, il faut que tu te calmes un petit peu. Oui, c'est ce que j'ai vécu là. Oui. Calme-toi. Oui. Quand on a un désir et qu'on sent un sentiment de manque, comme ce que tu exprimes, oui. Tu as l'impression et la croyance qu'il te manque quelque chose. Oui. Alors, la seule façon de te défaire de ce manque, c'est de te dire tout irait très bien si mon désir de paf advenait, c'est ce que tu désires, mais que ce n'est pas possible. Parce que derrière ce désir se cache une impuissance, oui. Derrière l'espoir que tu entretiens, il y a son corollaire, comme la face a une pile et la pile a une face, c'est le désespoir. Donc sans que tu veux ce paf, mais que tu ne pourras jamais l'obtenir, c'est mort pour toi, c'est fini. Ouais. Non, oui, vraiment tu dois sentir déjà l'impuissance avant le paf. Et après, on revient à ce regard, une fois qu'on a fait l'unité avec notre manque, avec notre projection, avec notre désespoir de ne pas connaître ce moment de grâce. Alors, à nouveau, on se pose dans ce regard déjà ouvert et on vérifie à nouveau par toutes ces questions que je vous ai proposées. Est-ce qu'il y a réellement une distance entre les couleurs et la transparence dans laquelle elles semblent apparaître?
est-ce que je peux trouver où cesse la transparence et où commencent les couleurs? Est-ce que le là-bas apparaît là-bas ou est-ce qu'il apparaît ici? On fait une expérience non duelle. Vous allez prendre ceci comme une règle, d'accord? Comme une ligne droite. Non, d'abord vous allez vérifier qu'il y a une distance, par exemple ici, d'accord? Entre les objets. Regardez par exemple ici, je vois une distance, moi, entre Romana et Dominique, d'accord? Ok, je peux la mesurer, ok, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Entre le lampadaire et l'accroche là-haut, là par exemple, entre le tableau et la guitare. Hein? Voilà. Je peux mesurer une distance apparente entre les objets, entre les perceptions. Maintenant, je regarde à partir de l'espace ouvert et je mesure la distance entre moi et Dan, par exemple, ou moi et le placard. Et là, j'en vois pas. Puis je mesure autre chose, un ami qui est là. Je vois toujours que tout apparaît à 0 distance. Vous fermez un œil, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit la Lune ou un trou noir que vous êtes en train d'observer dans un instrument astronomique, ou que ce soit un morceau d'ADN dans un microscope nucléaire, ça apparaît toujours à 0 distance dans l'espace. Tout apparaît sur l'écran. Vous le voyez ou pas? Ça apparaît ici en réalité. Il n'y a pas là-bas. Il n'y a jamais eu là-bas. Dans la réalité de l'instant. Dans l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire, tout apparaît ici. C'est pour ça que quand le bébé il est allongé dans le lit, il pense saisir le lampadaire ou le hocher. Il vit encore dans ce monde où il n'y a pas encore la tridimensionnalité. Elle est rajoutée par le mental. Et c'est bien intéressant pour voyager en tant que corps dans ce monde-ci. Mais du point de vue de la conscience que l'on est, il n'y a pas de distance. Tout apparaît dans la conscience. Est connu par la conscience et apparaît en tant qu'une expression de la conscience. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de paf. Pas besoin d'un moment clé. Parfois, il y a ce genre de paf qui arrive. Ah oui, c'est ça. Pour d'autres, c'est juste une petite vague, une circonvolution dans l'eau qui se fond dans l'océan. Ça se fait sans bruit, sans même qu'on le remarque. Comme quand on a un mal de tête et qu'on prend une aspirine, et qu'à un moment donné dans la journée, on se dit, tiens, j'ai plus mal à la tête. Mais il n'y a pas eu de paf. C'est arrivé doucement. Voilà. Puis tout d'un coup, on réalise, ah, il n'y a plus le fardeau de la distance, de l'impression d'être quelqu'un. Parce qu'à force d'explorer la nature de ce que j'appelle communément la réalité, avec distance, avec impression de séparation, avec l'idée que je suis un individu qui est lié à un corps ou qui est situé dans un corps, qui est né, qui va mourir, et que toutes mes expériences sont faites dans un cadre spatio-temporel, tout ceci va voler en éclats. Donc, n'essayez pas de l'imaginer. Le mental ne peut pas le concevoir. Tout ce que le mental peut faire,
c'est penser sa propre limite. C'est la plus haute des pensées. C'est quand la pensée pense sa propre impuissance. Donc, quand hier nous faisions la pratique du sentiment de manque à la plénitude, en nous posant la question pourquoi, on arrive à un non-savoir. Mais ce non-savoir auquel on arrive n'est pas le même que celui qu'on peut penser. On y arrive parce qu'on a lâché un certain nombre de concepts. Donc quand je vous questionne comme ça, par des petites questions, c'est ça que je vous invite à faire et que vous devez faire sans cesse. Voilà. Il n'y a que ces petites questions à réitérer avec authenticité jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, vous sentiez cette paix, cet amour pour toute chose. J'aimerais partager aussi, je pense que, enfin dans mon cas, là par exemple, il peut y avoir la frustration d'essayer de faire l'exercice d'imaginer ce zéro distance, et je l'ai entendu de beaucoup d'enseignants, et dire d'avoir une représentation mentale de ce à quoi ça devrait ressembler, le zéro distance, et il y a une tension d'essayer de l'imaginer, etc. Alors je pense que c'est plutôt une conséquence, enfin, quelque chose qui émerge du non-savoir et de tout ce qui permet de dissoudre justement la pensée. Et ça émerge ensuite. C'est pas dans l'autre sens où on essaie d'imaginer la zéro distance et ensuite ça apparaît. Exactement. Dans l'autre sens. Oui. Parce que si on l'imagine, c'est de la pensée, c'est de la mémoire. La mémoire, c'est du passé. C'est du passé. Voilà. Oui. Et le passé, c'est dépassé. C'est exactement ça. Voilà. Maintenant, il y a juste... Par rapport à ce que tu viens de dire, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut aussi faire comme si, quand on le c'est pas apparu. On peut, oui. C'est aussi Et une au voie. bout d'un moment, ça peut devenir... On peut aussi. J'ai une chanson qui s'appelle Fake it until you make it. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que Voilà, c'est ça. cette semblance te fasse couler dans le réel. Voilà, je ne sais pas comment dire, te dissoudre dans le réel. Parce que il y a les deux. Shankaracharya, l'apparent auteur de ce magnifique poème qui est affiché ici, qui s'appelle le Nirvana Shatkam, qui est donc un modèle pour toute l'humanité, pour ce processus de neti-neti où on déconstruit sans cesse. Nirvana veut dire extinction du moi. Shatkam veut dire 6 strophes. Nirvana Shatkam, les 6 strophes de l'extinction du moi. Dans chacune de ces 6 strophes, il y a 4 vers. Les 3 premiers de chaque strophe nous disent « Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'ouïe, je ne suis pas la vue, je ne suis pas les mantras, je ne suis pas les castes, je ne suis pas ni ignorant, ni l'éveil. » On fait tabula rasa de toute conception. Le 4e vers nous dit « Sous forme de béatitude et de conscience, je suis Shiva, je suis Shiva. » Shiva, ici, comme il était shivaïste, veut dire l'absolu. En fait, il reprend la définition de Brahman, Sat Chit Ananda, être, conscience, Ananda, béatitude, félicité. Il dit sous forme de béatitude et de conscience, sous forme de Ananda et de Chit, conscience, je suis l'être suprême, Shiva. Et cette reconnaissance vient donc, comme nous y invitait Omar là, par un neti-neti. Je déconstruis, c'est ce qu'on vient de faire là. Et en même temps, j'ai vu un texte donc, attribué à Shankara, où il dit qu'il faut méditer sur le mantra « Je suis Brahman, je suis l'absolu ». Donc vous avez d'un côté la voie apophatique, qui me semble la plus juste, c'est-à-dire qu'on rejette tout ce que Dieu n'est pas pour qu'il soudain se révèle, soit par un paf bruyant, avec trompette et compagnie,
Non, c'est pas bruyant. soit silencieux, on le remarque même pas, c'est ça que je voulais dire, ou alors on fait comme si on y était, et on énonce « je suis Brahman », alors même qu'on ne l'éprouve pas, mais on médite sur « je suis l'absolu ». Parce qu'en fait, moi, je fais l'expérience une fois, c'est apparu que j'étais vraiment à zéro distance, c'est-à-dire c'est comme ça. Mais très bien, là, nous après, allons j'ai faire. perdu. Voilà, c'est ce qui Donc, m'a donc, dit. J'ai perdu Oui, mais mon c'est la même chose que j'ai Eurydice. Ouais, c'est exactement ce que j'ai vécu, et le texte que je lisais ce matin-là, que j'ai noté, c'est Brahma qui parle. Il dit « Ce n'est pas un objet d'observation et ne diffère pas non plus de l'observateur. L'apparence du monde, point en son sein, en tant qu'infime partie de lui. » Et là, ça a ouvert quelque chose que j'ai déjà vécu. Et c'est ça mon grand problème. C'est que cette grâce, je pense, c'est Jean-Yves Leloup qui a écrit le truc, l'absurde et la grâce. Jean-Yves Leloup, je me souviens, ce bouquin m'avait hyper impressionné à l'époque. Ouais, faut que tu me fasses un soin. Excuse-moi, c'est la seule chose que je peux dire, parce que ça bug. Ça bug. C'est normal de bugger, c'est normal d'essayer de vouloir reproduire attraper avec un fil de pêche l'eau. Oui, Voilà. tu parles, tu attrapes des petits poissons et encore. Et on essaye, voilà, jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce que ça se détende. Ouais, faut que ça se détende chez moi. Krishnamurti, il disait, on ne peut qu'ouvrir la fenêtre. Du coup, le vent, il peut rentrer ou pas, s'il y a du vent. Mais si on n'ouvre pas la fenêtre, même s'il y a du vent, il ne rentrera pas. Donc on se rend ici disponible, on s'ouvre. Et par ces questionnements, par ces pratiques non duelles, par ces pointeurs vers le soi, ou ces jeux de révélation, nous nous défaisons de ce que nous ne sommes pas. Voilà. On se défait d'un imaginaire et voilà. Vous remarquerez que ce matin, avant de... J'ai commencé tout de suite en vous invitant à réaliser que vous étiez l'espace ouvert. Donc là, ce n'est pas une voix apophatique, c'est-à-dire négative. C'est une voix cataphatique. En fait, fais comme si tu étais l'ouvert. Certains d'entre vous le réalisent, d'autres moins. Mais c'est toujours des invitations. Voilà. Et puis, souvenez-vous, n'éveillez pas mon amour avant l'heure de son désir. Donc, au travers de toutes ces propositions, à un moment donné, il y a des voiles qui tombent. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout né, tout mort dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.